Carnet de santé. Marina Carrère-Dancos. Environ 200 000 cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année dans notre pays. Parmi eux, 10% sont des mélanomes, des tumeurs agressives qui donnent rapidement et fréquemment des métastases. Jusqu'il y a peu, la survie après 1 an ne concernait que 10% des patients. C'est le cancer qui a le plus augmenté en fréquence dans les pays occidentaux, une fréquence multipliée par 2 tous les 10 ans depuis 50 ans. Et puis, autre élément important, il touche des personnes de plus en plus jeunes. Heureusement, une véritable révolution thérapeutique est apparue dans les années 2010, changeant l'avenir des malades. Mais pour bénéficier de ces nouveaux traitements, encore faut-il que ce cancer soit diagnostiqué. Quels signes doivent alerter? À quel rythme doit-on se surveiller et comment? Quels sont ces nouveaux traitements et où va la recherche? Et peut-on réduire le risque de survenue de ces cancers? Pour répondre à toutes ces questions, le professeur Caroline Robert, spécialiste mondialement connue du mélanome, est avec nous. Caroline Robert, bonjour. Bonjour. Vous dirigez le service de dermatologie de Gustave Roussy à Villejuif, êtes responsable de l'enseignement de la dermatologie au sein de la faculté de médecine Paris-Sud et vous dirigez l'équipe de recherche sur le mélanome au sein de l'unité INSERM 981. Je ne me trompe pas. On va parler du mélanome et puis des deux autres types qui sont moins connus et moins graves du cancer de la peau. Mais déjà, un mot sur vous. J'ai lu que vous aviez choisi la dermatologie pour ne pas trop travailler, pour ne pas avoir d'urgence, de malades trop graves. C'est un tout petit peu raté, non? Ouais, c'est vrai que j'avais pas une vocation, même pas initialement une vocation de médecine. Les études m'ont passionnée au fur et à mesure des années de médecine. Et puis, au moment de choisir sa spécialité, c'est pas facile. D'ailleurs, je trouve que c'est bien de le dire aux jeunes qui savent pas comment choisir. Ça vient progressivement au fil des rencontres. C'est ça. Et c'est surtout les patients, quand on est dermatologue. Donc oui, je me suis dit, la dermatologie, c'est très intéressant. Ça embrasse toute la médecine, c'est très visuel. C'est vrai qu'on peut travailler éventuellement à son rythme. Et puis, on était en face de patients atteints de mélanome, parce qu'en France et en Allemagne, à l'inverse d'autres pays où ce sont les oncologues qui s'occupent des cancers de la peau, en France et en Allemagne, c'est les dermatologues. Et là, on avait des patients atteints de mélanome métastatique. Donc, c'était il y a longtemps, quand j'étais interne, et on n'avait aucun traitement pour les soigner efficacement. Et je me sentais très désemparée et même très angoissée en face de mes justement, patients. c'est très dur, c'est compliqué pour un médecin d'être un peu impuissant quand même. Mais complètement. Et puis je trouvais quand même que nos aînés n'étaient pas non plus très bien formés, pour être honnête. Et je me sentais très mal. Je me rappelle encore du jeune patient qui avait mon âge et qui me disait « Mais docteur, est-ce que vous avez déjà vu des gens comme moi qui ont guéri ?» Et j'étais paralysée, je ne savais pas quoi répondre, j'étais vraiment très mal. Et j'ai fait beaucoup de formations avec un psychologue qui faisait qui proposait une formation sous forme de jeu de rôle. Et ça m'a énormément fait comprendre pourquoi j'étais si mal, pourquoi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et maintenant, on le propose parfois dans les facs de médecine. Et moi, dans mon service, tous les 3 mois, on a des sessions comme ça avec mes internes et on rejoue les situations qu'on a trouvées difficiles. Et ça, j'encourage beaucoup à le faire. Et puis aussi, j'ai fait de la recherche. Et après, je me sentais un peu armée, si je puis dire, avec mieux savoir comment appréhender la relation avec le patient qui était en difficulté, et puis savoir qu'en recherche, il y avait des choses qui bougeaient. Et finalement, je me suis dit, mais en fait, la cancérologie, c'est bien. Et c'est vrai que maintenant, en termes de dermatologie, je fais que de l'oncologie. Alors, on va donc parler du mélanome, bien sûr, mais ce ne sont pas les seuls cancers de la peau. 70% parmi tous les cancers sont des carcinomes que l'on dit basocellulaires, 20% des carcinomes épidermoïdes qu'on appelait avant spinocellulaires, et donc 10% de mélanomes. Et pour comprendre les différents types, il faut comprendre comment est faite la peau. Parce qu'il y a différentes couches, différentes cellules. Voilà, donc la peau est faite principalement de kératinocytes. C'est les cellules les plus nombreuses. Les couches superposées les unes sur les autres, et la couche la plus superficielle, la couche cornée, qui desquame en permanence. Et puis, dans la couche la plus profonde, qu'on appelle la couche basale de kératinocytes, il y a de temps en temps, tous les 10 kératinocytes, à peu près, un mélanocyte, une cellule qui fabrique le pigment et qui a des petits bras qu'on appelle des dendrites et qui va donner du pigment aux cellules autour de lui. Et c'est ce pigment qu'on appelle de la mélanine. Et quand on bronze, c'est le phénomène, les UV créent une activation de ce transfert de mélanine et on a la peau qui devient plus pigmentée. Et donc, le cancer peut naître à partir d'un kératinocyte, éventuellement de la couche basale, et à ce moment-là, c'est un carcinome basocellulaire, d'un kératinocyte un peu plus supérieur dans les couches et qui va s'appeler un carcinome épidermoïde,
ou d'un mélanocyte qui est situé donc dans cette couche basale. Et à ce moment-là, on aura un carcinome basocellulaire, un carcinome épidermoïde ou un mélanome. D'accord. Alors, on parlera des mélanomes après, mais les deux autres, quel aspect les petites taches, les petites croûtes sur la peau? Des petits boutons, des petites croûtes, des petites surélévations, des petites croûtes, des petites ulcérations qui partent pas et qui ont l'air de pas au rien. bout de combien de temps? En fait, si on a quelque chose qui est là, quelques mois, il faut consulter. Voilà. Et ils se situent où sur le corps, ces cancers-là? Surtout sur les zones exposées au soleil, parce que alors, ce qu'ils partagent, ces 3 cancers, ils sont favorisés par l'exposition UV. Donc c'est surtout le visage, les extrémités, les mains, les zones découvertes chez la femme, les jambes. On a pas mal de mélanomes sur les jambes chez les femmes. Ou aussi, on a des zones qui sont exposées de façon aiguë intermittente, comme le tronc, par exemple. Et les crânes pour les hommes? Voilà, les hommes dégarnis, vous avez raison, Marina. Ils pensent pas, ils se mettent rarement de la crème sur le crâne, ils pensent pas. Crème ou chapeau, les vêtements, c'est encore mieux que la crème, mais c'est sûr. Et même dans les journées qui ne sont pas les plus ensoleillées, les UV traversent quand même. Et donc, tous les jours, les personnes chauves reçoivent des UV tous les jours sur leur tête. Et nous, on passe vraiment beaucoup notre temps à enlever des carcinomes, voire des mélanomes sur la tête des messieurs chauves. Mais c'est important de le rappeler parce qu'il y a beaucoup maintenant de jeunes hommes aussi qui se rasent la tête. Et donc, c'est important qu'ils se protègent. Exactement. Spontanément, ces deux types de cancers qui ne sont pas des mélanomes, ils évoluent comment si on ne fait rien? Si on fait rien, ils vont grossir progressivement à un rythme qui est variable. Le carcinome basocellulaire, le plus souvent, ça pousse lentement. On a le temps. Le carcinome épidermoïde, ça peut pousser très très vite. Attention. Et puis, ce dernier, là, le carcinome épidermoïde, peut parfois donner des métastases. Il peut aller se nicher dans les ganglions de drainage, donc c'est souvent les ganglions au niveau du cou, pour ceux du visage, et puis peut éventuellement donner même des métastases plus à distance. Donc celui-là peut parfois être agressif, mais attention, le carcinome basocellulaire, si on le néglige, il peut détruire quand même aller détruire l'os sous-jacent. Quand on se trouve comme ça une lésion qui ne part pas, disons au bout de 3 mois, prendre rendez-vous chez le dermato, c'est parfois à 8 mois, rendez-vous chez un dermato. On peut aller voir son médecin traitant, lui montrer? Oui, en général, le médecin traitant, il a un réseau et il peut appeler son collègue avec qui il travaille, lui dire « Attends, là, il faut voir la personne rapidement. » Je pense qu'on n'attend pas 8 mois pour aller consulter? Non. Alors, la prise en charge de ces deux types de cancers, c'est quoi? C'est avant tout la chirurgie? Oui. Oui. Avant tout, la chirurgie, les carcinomes, dans la grande majorité des cas, on enlève. Après, on dit bien aux gens de se surveiller parce que si on a fait un carcinome, en général, on risque d'en faire un autre parce que le soleil, on n'a pas pris un seul endroit. Le mélanome aussi, c'est la chirurgie le plus souvent, mais le mélanome, s'il est un peu épais, et je dis exprès un peu épais parce que dès qu'on est au-delà de 1 mm d'épaisseur, ce qui est minuscule, ce qui paraît rien du tout, on a un risque potentiel d'avoir des métastases. Et ça, on va y venir juste après. Je voulais rester sur ces deux types de lésions. Donc essentiellement chirurgie. Essentiellement de la chirurgie. On peut brûler. Alors quand ils sont superficiels, on peut brûler. Alors en général, on a une biopsie qui nous montre que c'est superficiel et on peut brûler ou même traiter avec des crèmes. On a des crèmes qui sont soit de l'immunothérapie locale, soit de la chimiothérapie locale, et ça peut partir comme ça. Et quand même, quand on a un carcinome épidermoïde qui est assez volumineux, on va quand même se méfier et faire une échographie, voire un scanner, pour être sûr qu'on n'est pas en face d'une lésion qui a déjà donné des métastases. Il y a quand même parmi ces cancers qu'on dit moins graves, parfois une chirurgie qui va être obligatoirement mutilante, parce que, quand vous disiez ça peut atteindre l'os, mais effectivement, il y a des lésions qui sont sur le visage, profondes. Oui, alors là, dans les carcinomes épidermoïdes, quand ils sont très volumineux, on est en train aussi de s'apercevoir depuis quelques années que l'immunothérapie est efficace. Et on fait ce qu'on appelle, et ça c'est très récent, on fait le traitement avant d'opérer. Et ça va faire en sorte que souvent, ça va déjà quand même répondre, donc parfois diminuer de taille, mais le but est essentiellement de diminuer le risque que s'il y a des métastases à distance, elles puissent se développer. On appelle le traitement néoadjuvant, donc on le fait dans le mélanome, mais maintenant on commence aussi à le faire dans les carcinomes épidermoïdes qui sont localement avancés, et ça permet, dans les meilleurs des cas, même... Il arrive que nos patients disent « Écoutez, docteur, là, ça a disparu, je sens plus rien, vous allez quand même pas m'opérer ». Et là, on ne va pas forcer le patient. Et il y a des patients qui refusent l'opération, qu'en théorie, on devrait faire, et qu'on suit, et tout se passe bien. Donc là, ça va vite, le progrès. Mais sinon, on fait parfois des greffes de peau pour essayer de... Ah oui, bien sûr. De cacher. Quand on opère, alors nos chirurgiens plasticiens, ils sont quand même très forts. Ils font des greffes. Parfois, ils font des lambeaux, c'est-à-dire qu'ils déplacent la peau. Et ça donne des résultats esthétiques qui sont parfois tout à fait acceptables.
Alors, vous l'avez dit, le facteur de risque numéro 1, c'est le soleil, et notamment dans l'enfance. Pourquoi ? On ne sait pas. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que cette mémoire de la peau qui fait que quand on a pris des coups de soleil dans l'enfance, on a un risque de faire un mélanome plus tard ? Honnêtement, on ne sait pas. Mais c'est vrai, ça a été prouvé. L'exposition aiguë intermittente, le coup de soleil, même longtemps avant, c'est un facteur de risque de mélanome. Les cabines UV ? Toujours, non, les cabines UV, je dis non, ouais. C'est jamais C'est bon. pas vrai que ça prépare la peau au soleil, en fait, ça prépare pas, ça crame un petit peu, quoi. Voilà, ça entame ce qu'on appelle le capital UV. Non, c'est pas la peine. Autant s'exposer peut-être progressivement, mais aller faire exprès des UV. Ou alors, faisons-le, mais dans ces cas-là, sachant que c'est un risque et que c'est pas un bénéfice. Alors, revenons sur notre mélanome, là, effectivement, ce cancer le plus grave, qui n'est pas très fréquent, il ne faut pas non plus affoler la population. Non. Pourquoi on fait un mélanome et pourquoi pas un basocellulaire ou un épidermoïde ? Qu'est-ce qui fait ça ? D'abord, malheureusement, on a le droit de faire... Il y a des patients qui font les trois. Il y a des patients qui ont des carcinomes et des mélanomes quand ils sont beaucoup exposés au soleil. Et puis, dans le mélanome, il y a le risque lié au soleil. Puis, il y a des facteurs génétiques, des facteurs intrinsèques. On sait qu'il y a des gènes de prédisposition. Il y a des familles. À chaque fois qu'on a un patient qui a un mélanome, on lui demande si dans sa famille, il y a d'autres personnes proches qui ont eu un mélanome. Et dans ces cas-là, on va voir, et on connaît, nous, des gènes de prédisposition qui, quand ils sont mutés, vont donner un risque un peu plus élevé. Donc, pourquoi on fait un mélanome ? En fait, honnêtement, quand on n'est pas dans un cas de gène de prédisposition, on ne sait pas. Il y a ces facteurs génétiques, c'est multifactoriel. Donc, ces gènes de prédisposition, ceux qu'on connaît, on ne les trouve pas tout le temps. Mais quelquefois, il y a une famille quand même. Donc, on se dit, il y a quand même quelque chose de génétique, mais on ne l'a pas découvert. Et puis sinon, c'est essentiellement quand même les UV et l'immunodépression aussi. C'est-à-dire ? Parce que quand on a un traitement immunosuppresseur ou qu'on a une maladie qui est immunodéfense, on a quand même un risque plus élevé de faire un mélanome. Donc ces personnes-là doivent encore plus se protéger. Oui. Et alors, vraiment, la génétique qui est visible, c'est la personne qui a la peau claire. La personne qui a la peau claire, les cheveux blonds, les yeux bleus, beaucoup de taches de rousseur, les roux, enfin, toutes les personnes qui prennent des coups de soleil très facilement, c'est un signe d'alerte et c'est aussi un signe génétique qui dit vous avez plus de risque de faire un mélanome. Les personnes à peau noire ne font pas de mélanome ? Ils peuvent en faire, mais beaucoup moins fréquemment. Et d'ailleurs, ils font ce type de mélanome qui n'est pas lié au soleil et qui peut survenir sur les paumes et les plantes. C'est ce qu'on appelle le mélanome acral ou dans les muqueuses. Alors là, c'est très sournois. On a des patients qui ont des mélanomes. À voir, hein. Eh bien oui, parce que quand c'est dans les sinus, les patients ils sont suivis. On leur dit d'abord qu'ils ont une sinusite, après qu'ils ont des polypes, et puis après on va faire une biopsie et on trouve que c'est un mélanome. Au niveau anal, ça va être pris pour des hémorroïdes. Et voilà, au niveau génital, ça arrive aussi. C'est des mélanomes qui sont souvent diagnostiqués tardivement. Alors, ils sont rares par rapport aux mélanomes, beaucoup moins fréquents que les mélanomes cutanés, mais quand ils arrivent, on les diagnostique plus tard. Et ça, c'est des mélanomes qu'on peut voir chez des personnes, quelle que soit leur couleur de peau. Autre facteur de risque, j'imagine, l'âge quand même. Et les hommes, les femmes, il y a une nuance ? Alors, il y a à peu près autant de femmes que d'hommes, mais l'évolution, elle est souvent un peu plus sévère chez les hommes. Ça, on ne sait pas trop pourquoi. Deuxièmement, c'est rare chez l'enfant, sauf cas particulier, sauf prédisposition génétique, ou alors, vous savez, ces enfants qui naissent avec des grands névus congénitaux, des grands grains de beauté qui couvrent une grande partie du corps, ou alors ces patients qui ont sur le plan génétique une anomalie de la réparation de l'ADN, on appelle des enfants de la Lune. Eux, ils font beaucoup de cancers de la peau. Mais eux ne peuvent pas du tout sortir, en gros, tant qu'il y a de la lumière dehors. Sinon, c'est beaucoup plus fréquent. Le pic de fréquence, c'est au-delà de 50 ans. Mais c'est une courbe de Gauss. Nous, dans notre service, on a quand même pas mal de jeunes à partir de 18-20 ans. Enfin, ça épargne pas la jeunesse. Alors, c'est le cancer, je le disais, qui a le plus augmenté en fréquence dans les pays occidentaux. Est-ce qu'on sait pourquoi ? C'est l'exposition au soleil ? Sûrement en partie. Il y a aussi, et ça fait un peu moins peur qu'on les diagnostique peut-être mieux aussi. Et heureusement, cette augmentation d'incidence, elle n'est pas... En parallèle, on ne voit pas une augmentation de la mortalité. Donc, on diagnostique sûrement des mélanomes de plus petite taille et qui sont moins graves. Mais quand même, sûrement en partie à cause de l'exposition solaire. Et il y a peut-être d'autres facteurs de risque qu'on ne connaît pas encore. À quoi ressemblent ces mélanomes ? Parce qu'on pense toujours à un grain de beauté qui saigne. Alors, pas forcément. C'est un grain de beauté qui se transforme, qui devient plus épais, dont les contours se modifient, qui change de couleur.
qui bouge, qui change. Et alors, s'il saigne spontanément, oui. Alors, quelquefois, les gens sont paniqués parce qu'ils se sont écorchés un grain de beauté. Oui, quand c'est par exemple la bretelle du soutien-gorge, comme ça saigne et on se dit, bon, ça s'est transformé en cancer. Voilà, non, c'est pas le cas. En revanche, si tous les jours, on va raser, par exemple, parce qu'il est un peu en relief et que tous les jours, on va le faire saigner, là, on conseille plutôt de l'enlever parce que ça va être traumatisme sur traumatisme et peut-être qu'au bout d'un moment, c'est peut-être pas bien. Mais ça peut apparaître en dehors de grain de beauté, une nouvelle tache qui apparaît? Oui. Ça, c'est une bonne question. Ça peut apparaître, parce que c'est souvent la question que les gens posent. Ça peut être un grain de beauté qui se transforme, parce qu'un grain de beauté, c'est quoi? C'est une tumeur bénigne, un groupement de mélanocytes. Tandis que normalement, ils sont répartis, comme je disais, à peu près régulièrement dans l'épiderme. Et s'il y a une transformation d'un mélanocyte isolé dans l'épiderme, ça fait un mélanome qu'on dit de novo, donc qui apparaît sans grain de beauté. Et quand il apparaît sur un grain de beauté, c'est juste que le cancer, il touche un des mélanocytes qui était dans ce groupement. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Comment on se surveille? Qu'est-ce qu'on... Parce que, je peux regarder effectivement mes avant-bras, mais il y a quand même des zones compliquées à surveiller. Tout le monde ne vit pas en couple et les conjoints n'ont pas forcément envie de tout regarder. Comment on fait? Il faut vraiment... J'incite fortement à ce que chacun se surveille et pas compter seulement sur son dermatologue, surtout que vous avez insisté sur le fait qu'on a du mal à les rencontrer, nos dermatologues. Il faut être conscient de sa peau, il faut avoir une conscience de ses constellations, de grains de beauté. Donc ça veut dire que ce qui est très utile, et on est tous équipés de super appareils photo, on a tous des téléphones qui font des très bonnes photos. Moi je dis, ayons tous des photos de notre corps, des grandes parties de notre corps. Ah oui, pas de chaque grain de beauté, on prend des photos de pans de notre corps. Oui, parce que si on fait un grain de beauté en gros plan, on ne saura pas s'il a grossi ou pas. D'accord. Mais on fait des plans, par exemple, on prend le haut du tronc, le bas du tronc, de face, de côté, de dos. Après, on fait les bras en haut, en bas. Et si on a chacun un petit portfolio comme ça sur notre téléphone, où on l'imprime si on n'est pas à l'aise avec les photos numériques. Et c'est pas la peine de les refaire tous les 6 mois. On a ça et on les regarde de temps en temps. Et éventuellement, peut-être tous les 3 à 5 ans, on en refait. Et je pense que si on faisait ça, on diagnostiquerait beaucoup plus tôt beaucoup de mélanomes. Et je précise que si c'est le médecin qui vérifie ces grains de beauté, ne soyez pas choqués s'il vérifie dans les plis, notamment dans les zones gynécologiques, parce qu'il peut y en avoir dans ces zones-là. Oui, alors moi par exemple, je demande à tous mes patients, est-ce que vous savez si vous en avez dans les parties génitales? Si vous voulez, je regarde. Sinon, évidemment, on laisse le choix aux patients. Et je dis aussi aux femmes, demandez à votre gynécologue de regarder aussi. Parce que quelquefois, si on va directement avec le spéculum regarder à l'intérieur, on ne regarde pas la vulve et il faut regarder aussi. Ouais. Alors on le disait, si le diagnostic est fait tardivement, le risque de métastase est très élevé. Avant 2010, la survenue après 1 an pour un mélanome de la peau ne concernait que 10% des patients. Et puis en 2011, la révolution thérapeutique, on en parle tout de suite. La révolution thérapeutique pour traiter ces mélanomes métastatiques, ce sont les thérapies ciblées et l'immunothérapie. On en parle donc avec le professeur Caroline Robert, chef de service de dermatologie de Gustave Roussy à Villejuif, directrice de l'équipe de recherche sur le mélanome au sein de l'unité INSERM 981, une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Thomas Jost, Élise Leu à la technique, Félix Delacour à la vidéo. On va essayer, parce qu'on dit souvent thérapie ciblée et immunothérapie, en fait c'est un peu complexe à comprendre. Déjà, les thérapies ciblées, c'est quoi ? Alors, quand on dit thérapie ciblée, on va cibler directement la cellule tumorale. Alors que l'immunothérapie, en fait, elle va agir sur le système immunitaire pour que lui, dans un deuxième temps, aille détruire la tumeur. Donc, en fait, dans un cas, on cible la cellule tumorale. Dans l'autre cas, on cible le système immunitaire. Et à qui on va proposer ces thérapies ? Thérapie ciblée, immunothérapie ? Alors, on peut faire de la thérapie ciblée dans les mélanomes qui sont porteur d'une certaine mutation. Attention, je parle de mutation qui ne concerne que le mélanome, pas une mutation dont je parlais dans les gènes de prédisposition. Quand on fait une biopsie et qu'on regarde les cellules donc de la tumeur, c'est là-dessus qu'on cherche les mutations. Voilà. Et la moitié de nos mélanomes sont porteurs d'une mutation d'un gène qui s'appelle BRAF, BRAF, et qui va coder pour une protéine qui porte le même nom, qui s'appelle BRAF. Et quand cette protéine est mutée, c'est toujours la même mutation. Dans la moitié des cas, elle va être en grande partie responsable de la prolifération des cellules et du caractère complètement incontrôlable de la tumeur. Et on peut à ce moment-là cibler ce mélanome en lui donnant une thérapie, donc ciblée par des cachets. Donc c'est un traitement oral qui va avoir une efficacité très rapide, mais en moyenne moins durable que si on traitait avec une immunothérapie.
C'est pour ça que, sauf cas particulier où on a besoin d'une réponse très rapide, parce que le patient il est très rapidement menacé par ces métastases, on va toujours essayer d'abord une immunothérapie. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin d'avoir une mutation de BRAF. L'immunothérapie, elle peut marcher que le mélanome soit muté ou pas. Ça veut dire que chirurgie, chimiothérapie comme on faisait avant, on le fait plus. Ah non, la chimiothérapie, c'est pas qu'on la fait plus, on la fait parfois quand on a essayé tous ces traitements dont je vous parle. Mais on commence par ces traitements maintenant. Ah oui. Alors c'est en 2011, quand ces médicaments sont sortis, on vous a confié les essais cliniques pour les tester. On va écouter Franck qui raconte sa prise en charge au micro d'ici. On lui avait annoncé, avant le début des traitements, un pronostic vital engagé. Écoutez-le. À l'annonce, c'était vraiment un tsunami. Et après 3 opérations, 2 curages, une radiothérapie, une immunothérapie et 3 thérapies ciblées, on a tout essayé et ça avait du mal à réagir. Et du coup, avec un mélange de 2 traitements, c'était plutôt positif. Ça doit quand même vous faire du bien d'entendre ce genre de propos par rapport au début de votre exercice. Oui, c'est vrai. On a beaucoup de patients qui guérissent. Moi, j'ose même employer ce mot, même si on les surveille toujours, parce que on a malheureusement quelques rares patients qui récidivent après qu'on les ait débarrassés de toutes leurs métastases, mais on a des formidables succès thérapeutiques avec des patients qui sont débarrassés de leur maladie, et on est maintenant avec un recul de 10 ans, voire plus pour certains patients. Donc c'est formidable, mais la frustration est grande pour ceux qui ne répondent pas au traitement, et il y en a encore trop. Combien, à peu près de pourcentage ? En fait, maintenant, on a un recul suffisant qui nous permet de dire qu'on a à peu près la moitié des patients en vie à 10 ans après le début du traitement pour un mélanome métastatique. Ça, c'est avec l'immunothérapie. Donc, c'est formidable, parce que c'est beaucoup mieux qu'avant, mais ce n'est pas assez, parce que ça laisse quand même la moitié des patients qui n'ont pas répondu. Les effets secondaires de ces traitements, c'est quoi ? Les effets secondaires, ils sont différents quand on parle de la thérapie ciblée, où ils sont assez fréquents, ils peuvent être gênants, mais ils sont toujours réversibles. Si on arrête le traitement, tout se remet en place. L'immunothérapie, attention, c'est très séduisant dans l'idée, parce que immunothérapie, on va stimuler. Intellectuellement, c'est formidable. Voilà, les gens aiment beaucoup, et nous aussi, on se dit, on va rééduquer notre système immunitaire pour qu'il nous débarrasse de notre tumeur, formidable. Mais c'est pas de la médecine naturelle, c'est pas de la médecine douce, parce que c'est très fort comme effet. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on bloque des blocages du système immunitaire. Notre immunothérapie, c'est ça. On bloque un frein, et c'est ça qui marche. Donc, en bloquant un frein, c'est comme si on relâchait, si vous voulez, si vous imaginez des chevaux qui courent, on les relâche, et ils courent très vite, et quelquefois ils peuvent faire des dégâts. Et nos lymphocytes qu'on va activer très fort, quelquefois, ils vont pas attaquer que le mélanome, mais ils vont attaquer des organes qui fonctionnent très bien. Un des organes qui est très très souvent altéré, c'est la glande thyroïde, et elle se met à plus fabriquer les hormones thyroïdiennes, et donc les patients doivent prendre toute leur vie des hormones thyroïdiennes en supplémentation. Alors ça, je dirais que c'est un effet secondaire qui est embêtant, mais c'est pas le plus grave. Ça peut attaquer aussi le cœur, ça peut attaquer aussi le cerveau. Ça, c'est très très rare, mais on peut avoir des effets secondaires graves. Un des plus fréquents et très embêtants, c'est des colites. Donc c'est des douleurs de ventre, des grandes diarrhées. Donc nous, quand on prescrit ces immunothérapies, eh bien, on explique beaucoup aux patients que s'il y a la moindre chose, ils doivent nous contacter, parce qu'on veut être prêt à donner l'antidote qui va à ce moment-là être éventuellement des corticoïdes. Donc on va agir dans l'autre sens, on va diminuer l'intensité du système immunitaire. On n'aime pas trop faire ça pour le cancer, mais quelquefois on est obligé, on va arrêter le traitement. Et ce qui se passe, c'est que quelquefois, le patient va présenter un effet secondaire, donc on va arrêter le traitement, et on va s'apercevoir que la tumeur a été également complètement stoppée, et que parfois une ou 2 injections suffisent. Donc maintenant, nous, on essaye de faire des essais cliniques pour pouvoir arrêter les traitements plus tôt, pour essayer de reconnaître très tôt les patients chez qui on n'a pas besoin de faire un traitement trop long. On peut associer ces 2 types de traitements ? Alors, on a essayé dans un essai clinique, on a eu un effet, on a eu pas mal de toxicité, et pas beaucoup mieux que ce qu'on pouvait espérer avec l'immunothérapie toute seule. Donc en fait, on ne combine pas trop thérapie ciblée et immunothérapie. Alors pour tous ces traitements, il reste un risque de rechute qui est lié à l'apparition de résistance. Je le disais, vous dirigez un groupe de recherche pour comprendre ces phénomènes de résistance dans le mélanome et dans les autres cancers. Qu'est-ce qu'on a appris déjà ? Alors effectivement, on a... Le plus
simplement possible. Ouais, on a des cellules cancéreuses qui sont dans notre corps et le traitement est donné. On voit plus rien avec nos yeux, avec nos examens cliniques, on palpe plus rien, nos scanners ne montrent plus rien, nos IRM plus rien. Mais on va suivre le malade. Pourquoi ? Parce qu'on sait que parfois les cellules restent là, silencieuses. Ignorées par le système immunitaire, et donc c'est ce qu'on appelle les cellules tumorales persistantes. Et mon groupe, et d'autres d'ailleurs, beaucoup de personnes travaillent sur comprendre, percer les secrets de ces cellules persistantes pour les éliminer aussi. Et c'est vraiment, on apprend beaucoup de choses. On est en train, dans mon groupe, de découvrir une des façons qu'elles ont de pouvoir paralyser le système immunitaire. En fait, elles fabriquent une substance qu'elles excrètent et qui va faire en sorte que les lymphocytes autour et les monocytes vont leur permettre de survivre. Et on va essayer d'empêcher cette sécrétion de cette substance. On s'est aperçu aussi qu'elles avaient un métabolisme différent, donc elles se nourrissaient différemment de quand elles sont très vigoureuses et qu'elles prolifèrent très vite. Donc là, il y a toute une voie de recherche sur les cellules persistantes, parce que effectivement, si on arrivait à les éliminer, on dirait, voilà. Vous êtes guéri, terminé. Guéri, voilà. Un jour, il y aura un traitement vraiment personnalisé. Chaque patient aura son traitement pour son cancer. Alors, on est quand même sur la voie. En ce moment, on travaille avec des vaccinations. Alors, c'est pas vraiment des vaccinations parce que c'est pas préventif. Les patients sont malades avant d'avoir le traitement. Disons des immunothérapies actives qui sont personnalisées. On prend un bout du mélanome. Vite, on travaille sur sa séquence d'ADN pour trouver quelles sont les mutations qui sont présentes dans le cancer, mais pas dans les cellules normales. Donc, on va séquencer les cellules normales de l'individu et aussi son mélanome. Et c'est Moderna qui a fait ça. Donc, c'est vraiment la même technologie que le vaccin contre la Covid. Et on va nous donner un ARN, un long ARN, qui va coder pour ces mutations-là, ce qu'on appelle des néo-antigènes, des nouveaux antigènes, c'est-à-dire ceux qui sont propres au mélanome. Et on a fait des essais cliniques où on a injecté en même temps ce vaccin et notre immunothérapie avec cet anticorps monoclonal. J'ai oublié de dire que, alors que les thérapies ciblées, c'est des cachets, les immunothérapies, c'est en intraveineux. Et on donne en même temps ce vaccin, donc par voie intramusculaire, plus l'immunothérapie par voie intraveineuse, et on a montré que c'était plus efficace que l'immunothérapie toute seule. Alors, on l'a montré dans un essai qui comportait pas suffisamment de patients pour avoir une autorisation de mise sur le marché. Donc là, les essais sont faits avec plus de patients. Cette prise en charge est absolument extraordinaire, mais on n'a pas parlé de la prise en charge psychologique. Et vous y êtes très attaché. Ah oui, c'est sûr. Quand on propose à tous nos patients de se faire aider sur le plan psychologique, et souvent, ils disent qu'ils n'en ont pas besoin. D'ailleurs, souvent les hommes. Plus souvent, les hommes disent non, mais ça va, comme si c'était un aveu de faiblesse de se faire aider sur le plan psychologique. Alors moi, quelquefois, quand je me sens bien, que je peux dire ça, je dis, écoutez, donc en fait, je ne soigne qu'un corps, en fait, vous n'êtes qu'un corps finalement, vous n'avez pas de... Alors souvent, on discute et ils admettent que ce serait peut-être pas mal de se faire aider. Et souvent, ils disent, j'ai pas besoin parce que je suis bien entourée. Souvent, la femme qui est là ou le mari, ça dépend qui est le patient. En général, la personne accompagnante, elle dit oui, c'est vrai, on en a besoin. Parce que souvent, quand on est à deux, on est ensemble, mais en même temps, on a peur de s'inquiéter l'un l'autre. Et se faire aider, et y compris la personne la plus proche accompagnante, je pense que ça fait partie du traitement. Et alors, chacun trouve sa méthode. C'est pas forcément aller voir un psychologue. Il y a des groupes de parole dans votre hôpital ? Oui, il y a des groupes de parole. On avait créé cette association qui s'appelait Vaincre le mélanome, maintenant qui s'appelle ASSO, ce qu'on a étendu aussi au carcinome, ASSO Cancer de la peau France. Et on a des groupes de parole avec des psychologues et des patients entre eux, des familles de patients. Je pense que ça aide beaucoup. La prévention, bien évidemment, l'été arrive, exposition aux rayons ultraviolets avec. Qu'est-ce que vous recommandez pour les adultes, pour les enfants ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il faut être conscient, il faut être conscient que quand on s'expose sa peau au soleil sans protection, c'est dangereux, quoi. C'est comme si on se disait, moi je sais que je fume une cigarette, je sais que c'est dangereux. Il faudrait en avoir conscience. Et donc, sachons que la meilleure protection, c'est les vêtements, que les crèmes, c'est mieux que rien, mais que encore faut-il les mettre bien, parce qu'on sait qu'on les applique pas bien et que s'il y a un endroit,
louper, entre guillemets, ça veut dire qu'on s'expose et que cet endroit n'est pas protégé. Les crèmes, faut que ce soit un indice au moins 30, qu'elles protègent vis-à-vis des UVA et des UVB, ce qui est le cas pour toutes les crèmes en France. Mais c'est pas une fois pour la journée, on renouvelle. Il faut renouveler surtout parce qu'on loupe des endroits et qu'on n'en applique jamais la quantité, qui est la quantité utilisée pour calculer l'indice de protection. Donc les crèmes, c'est vraiment pour les zones qu'on ne peut pas couvrir. Et puis on ne va pas être tous habillés en cosmonaute quand on est en été, mais essayons de nous recouvrir après la baignade et quand on va jouer au volley, essayons de mettre des vêtements. Et on ne va pas avec les bébés à la plage à 13h, c'est pas la peine. Merci infiniment, Caroline Robert, d'être venue.